Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Et oui, nous avions déjà abordé cette question en fin d'année dernière avec Clémence Oudiakova, du temps où elle était encore parmi nous. Elle est en congé maternité, je précise, pour les gens qui s'inquiéteraient. Nous en avions déjà parlé, donc c'est la concurrence des crypto-monnaies impose aux États de plus en plus de vouloir créer leur propre monnaie d'État numérique. Et en premier lieu, l'Union européenne qui accélère les choses en ce moment. Elle a publié un rapport d'avancement fin avril sur ce projet d'euro numérique. Seulement voilà, il se trouve que dans ce rapport, on trouve des choses apparemment pas très reluisantes. Et pour en parler ce matin, nous avons avec nous une sommité sur le sujet en la personne de Guy de Lafortelle. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Valentin. Vous êtes éditeur financier, fondateur de la lettre d'investissement L'investisseur sans costume, et vous êtes revenu longuement d'ailleurs sur les réseaux sociaux sur ce rapport d'avancement sur l'euro numérique de la Banque Centrale Européenne, puisque ça pourrait avoir des conséquences très lourdes sur le sujet, on va en revenir. Mais peut-être juste avant, pour nos auditeurs, pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle, définir peut-être une monnaie numérique, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça permet, et quel est l'intérêt pour les États de le faire? Alors, l'euro numérique a pour première caractéristique d'être émis directement par la Banque centrale et non pas par vos banques commerciales. Donc, c'est un mélange entre les espèces et les euros que vous avez sur vos comptes de dépôt, que vous pouvez accéder avec vos cartes bancaires, vos téléphones, vos montres. C'est à la fois, donc c'est dématérialisé comme ce que vous avez sur votre carte, mais l'argent que vous avez sur votre compte en banque, c'est un argent qui, en fait, est créé par votre banque commerciale. Et pour être même précis, c'est même pas un argent que vous avez, c'est une créance que les banques commerciales, la Société Générale, la BNP vous doivent. C'est-à-dire que si ces banques font faillite, éventuellement, vous êtes dans la panade. Bien évidemment, il y a une garantie des dépôts en France. Il n'y a absolument pas les moyens pour indemniser les gens en cas de faillite d'une banque comme la BNP. Donc l'euro numérique a cette première caractéristique d'être émis directement par les banques centrales, ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'effectivement il y a des risques sur les banques. En revanche, le problème, c'est que d'un point de vue technologique, cet euro numérique va avoir des caractéristiques de monnaie, de crypto-monnaie. Alors pas du tout dans la philosophie, parce que les crypto-monnaies, c'est des philosophies décentralisées, ça n'a rien à voir philosophiquement, mais en termes de technologie, c'est à peu près, ça se ressemble. Et c'est là où il y a une très très grande question, c'est qu'une des très grandes caractéristiques des crypto-monnaies, c'est de pouvoir faire des monnaies qu'on appelle programmables, d'avoir des smart contracts. Des contrats intelligents pour nos auditeurs de Radio Courtoisie. Absolument. Non, mais même vous avez raison. Il faudrait des contrats intelligents, c'est-à-dire une monnaie qui va permettre d'exécuter des contrats. Par exemple, quand votre train est en retard, vous allez être indemnisé automatiquement par une règle qui ferait que vous n'avez pas besoin de faire une démarche ou, je sais pas, vous signez un PV de réception de travaux qui va automatiquement déclencher le paiement du solde de ce que vous devez à votre maçon. Vous avez tout un tas de paiements conditionnels qui sont très utiles, qui peuvent aussi être très dangereux. Et ce qui est assez, moi, ce qui m'a frappé. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait concrètement des autorités, alors il faudrait voir comment ça se passe, qui programmeraient la monnaie quelque part sans l'accord des populations. En tout cas, ça peut se faire comme ça. Alors, c'est justement, vous avez ce rapport qui est paru la semaine dernière. Donc, troisième rapport d'étape. Je vous rappelle qu'en ce moment, on est dans une grande phase de test, d'enquête, pardon, pas de test, une phase d'enquête où on est censé un peu travailler pour voir s'il y a un intérêt vraiment à développer cet euro numérique. On sait déjà qu'ils se foutent bien de notre gueule parce que Christine Lagarde a été piégée il y a quelques semaines par les deux humoristes russes et elle leur a annoncé que de toute manière ça arrivait au mois d'octobre, la phase d'enquête allait finir au mois d'octobre, elle leur a déjà donné le résultat de la phase d'enquête. Donc c'est pour les petites gens comme nous de croire qu'éventuellement ça va pas arriver. Et donc dans ce rapport, justement, ils disent plein de choses qui sont très, très embêtantes. Et puis il y en a une... Ils disent que la monnaie, justement, ne sera pas programmable. Non, ne sera pas programmable, elle sera conditionnelle.
Et là, moi, ça m'a fait rire, parce que donc, ça m'a fait tiquer. Et tous les informaticiens avec qui je cause et qui me suivent de temps en temps ont dit, mais ils se foutent de notre gueule. Le principe même d'une monnaie programmable, c'est la même chose, une monnaie programmable et une monnaie conditionnelle. C'est rigoureusement la même chose. Ils vous font, vraiment, c'est Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Donc, ils ont voulu créer cette espèce de distinction entre une monnaie programmable et une monnaie conditionnelle. Alors, précisément, eux, ce qu'ils disent, c'est une monnaie programmable. Ce serait une monnaie dans laquelle on pourrait limiter l'usage par avance, c'est-à-dire qu'on va vous émettre un euro qui ne sera disponible que sur une certaine zone géographique. Vous pourriez envisager une mairie qui donne des aides à ses habitants, mais à dépenser uniquement sur son territoire. Vous pourriez envisager une allocation pour des sans-abri, ou pour quiconque, mais uniquement à dépenser sur des biens essentiels. Pas d'alcool, pas de cigarettes, des choses comme ça. Vous pourriez envisager, par exemple, ou alors que votre allocation, elle doit être dépensée tout court. Donc c'est une restriction de liberté qui est extraordinaire. Voilà, et donc ça, ils vous disent, on ne fera jamais ça. Jamais on fera ça. En revanche, vous imaginez bien, on va faire des paiements conditionnels. Ça, c'est vachement plus intéressant, c'est les exemples que je vous ai donnés. C'est-à-dire qu'être automatiquement indemnisé s'il y a un retard, ou que et alors, eux, ils disent ça, mais ce sera vous-même, le payeur, qui définira les conditions. Et donc là, on se dit, mais sauf que vous vous rendez compte que vous faites exactement la même chose avec un système conditionnel. C'est-à-dire que vous pouvez très très bien imaginer que votre ville va faire un paiement conditionnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un paiement sur son territoire, elle va vous donner, elle va vous payer une certaine somme à vous, jusqu'à hauteur de 100, 200 euros. Enfin, ça permet rigoureusement les mêmes choses, c'est juste la logique qui est un peu différente. Donc c'est rigoureusement pareil. Ensuite, ils donnent une raison pour laquelle ils disent on ne fera pas une monnaie programmable. C'est parce que, vous comprenez, si vous avez un euro que vous pouvez dépenser que dans le temps ou sur une certaine zone géographique ou pour certains biens, vous ne pouvez pas l'échanger contre des espèces ou des dépôts. Et donc, bien évidemment, nous, on veut une forme de monnaie qui soit changeable au pair avec des espèces ou les dépôts bancaires. Sauf que ce truc-là, aujourd'hui, vos espèces et vos dépôts bancaires ne sont déjà plus changeables au pair depuis longtemps. Moi, j'invite tous vos auditeurs, un jour, s'ils ont les moyens, d'aller chercher à retirer 3, 4, 5 000 euros en espèces à leur banque, au comptoir de leur banque. On les leur donnera pas. Pas facilement, en tout cas. Ça prendra 15 jours. Donc si le changer au pair, c'est des trucs qui sont déjà plus là. Donc c'est assez marrant, c'est-à-dire j'ai vraiment l'impression de retourner dans ces moments de passe sanitaire et de passe vaccinal. Oui, parce que concrètement, on peut très bien imaginer, vous avez parlé de sans-abri, mais on peut très bien aussi imaginer une monnaie où, effectivement, si on prend trop de carbone à l'année, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Et puis, donc, en fait, c'est aussi tout ça qui est derrière. Il y a une question du passe carbone. Ah bah ça, du passe carbone, on s'est imaginé en fait que vous ayez ce genre d'outils à disposition au moment du passe sanitaire, du passe vaccinal. Et imaginez un instant, est-ce que vous pensez que dans la manière dont ils auraient réalisé le truc, s'ils avaient pu, ils vous auraient pas simplement interdit d'acheter un billet de train si vous n'aviez pas votre passe à jour, ou simplement de régler votre consommation à la terrasse de café si vous n'aviez pas votre passe à jour. Mais c'était évident qu'ils allaient faire ça. Enfin, il y a un moment, remettez-vous dans l'époque. Et donc là, on a eu un pass vaccinal. Demain, ce sera un pass carbone, ce sera un pass mon cul sur la commode. Ils aiment beaucoup ça, les passes, ça va venir. Et donc, le pass carbone, c'est génial. Les gars, ils vont vous dire, votre pass n'est pas à jour, vous n'allez pas pouvoir faire votre plein d'essence, ou alors vous allez avoir une surtaxe. En fait, ce qui est génial avec les paiements conditionnels, c'est qu'on peut aussi adapter la taxe. Pas simplement, on peut aussi niveler les impôts en fonction des gens. Bien sûr, on peut faire tout. Donc c'est la fin du rupture du contrat social, en fait, finalement, parce qu'il n'y a plus d'égalité devant l'impôt en fonction d'une situation, quoi. Non, et plus c'est ça. Et ce qu'on a du mal à apercevoir, c'est qu'il y a un très grand mouvement, mais qui est beaucoup plus vieux que l'euro numérique, qui a été décrit en l'an 2000, qui est ce qu'on appelle code is law. Le code informatique fait loi. C'est-à-dire que ce qui est un article extrêmement important et populaire chez les gens qui connaissent un peu, qui dit que vous avez Larry Lessig, qui est donc un professeur de droit à Harvard, qui en l'an 2000 publie, faites très attention, la fabrique du droit est en train de se déporter des parlements
vers les programmateurs, vers les programmateurs informatiques qui contrôlent le code. Quand vous avez une monnaie programmable, parce que c'est le cas, vous faites un paiement conditionnel, vous allez la programmer, en fait, la loi va se reporter sur les gens qui programment effectivement cette monnaie. Qui va programmer effectivement cette monnaie ? C'est la BCE. La BCE, il me semble, c'est pas un parlement, c'est pas... Alors, la Commission européenne est en train de préparer un texte de loi pour l'encadrer, mais c'est pire que tout, en fait. Imaginez... C'est des gens qui défendent la démocratie qui te la fortèlent, quand même. Oui, moi aussi. Non, mais donc voilà, donc c'est extrêmement important. Donc on parle vraiment de restriction de liberté et peut-être aussi de la fin du cash, en fait, de la monnaie concrète. C'est aussi ce qui peut se passer avec. Encore une fois, c'est déjà le cas. Enfin, ça se fait petit à petit, mais aujourd'hui, ça devient très compliqué. Vous avez déjà plus le droit de faire un paiement en espèces de plus de 1 000 €. Enfin, il faut jamais oublier. À chaque fois, ils viennent nous dire, vous comprenez, les espèces, ça finance le terrorisme. Ce sont les grandes banques qui financent le terrorisme et l'argent de la drogue. Il faut jamais oublier qu'après 2008, les banques américaines ont recyclé massivement l'argent de la drogue colombienne, les cartels colombiens, pour essayer de trouver un peu de liquidité. Et en France, c'est le scandale Danske Bank en Europe. En Europe, on a lessivé l'argent des mafias russes après 2008, mais massivement, à hauteur de centaines de milliards. Donc, c'est pas les espèces et c'est pas le Bitcoin qui sont les principaux pourvoyeurs de blanchiment. Donc, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Mais oui, les espèces sont déjà criminalisées, elles le seront encore plus. Demain, ce sera même vos comptes de dépôt qui vont finir par être criminalisés, et puis on va vous mettre là-dedans, et puis si vous voulez, c'est très 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 dangereux ce qui arrive. Oui, et puis en plus on voit qu'il y a une alliance. Alors je crois que les préparations de la monnaie numérique, on l'avait vu en fin d'année dernière, ont été impliqués dans ces travaux de préparation, des GAFAM, des Amazon notamment, et donc on voit aussi qu'il y a une alliance, en fait, en tout cas il y a une sorte de concorde entre les États et les très grandes entreprises du monde. On retrouve en fait cette histoire de mondialisation qui s'allie en fait contre les citoyens. Oui, c'est-à-dire que là, dans cette phase d'enquête, ils ont effectivement... ça, c'est un classique sport de ce genre de politique. C'est-à-dire qu'ils veulent essayer de dépolitiser un maximum le débat. Et donc, ils disent qu'il faut que ce genre d'innovation vienne de la société civile, vienne de grandes entreprises. Parce que Jeff Bezos fait partie de la société civile. Bien évidemment. Vous le savez bien. Il a autant de poids que vous. Il fait ses courses comme nous. Donc. Et ce qui est intéressant, surtout, c'est que vous mettiez Jeff Bezos, que vous mettiez une entreprise américaine dans ce genre de truc. C'est-à-dire qu'on a totalement oublié ce que t'es qu'un intérêt, là je parle même pas d'intérêt national, je parle d'intérêt au niveau européen, c'est-à-dire que c'est totalement bizarre de se dire qu'on va faire intervenir ce genre de société. Bien sûr, souveraineté. Il y a aussi des enjeux de souveraineté géopolitique d'ailleurs à côté. En plus, c'est vrai que ça pose énormément de questions, mais donc ça peut arriver très rapidement. Ça peut arriver à partir d'octobre déjà, ou on peut s'attendre à 2025. Vous m'avez dit. Alors, c'est comme les espèces. Vous dites, c'est la criminalisation des espèces. Ça fait 20 ans qu'elles sont ça fait une petite vingtaine d'années que les espèces sont vraiment criminalisées. Il n'y a pas eu un jour où on vous a dit ça y est, c'est fini. C'est pareil. Là, donc la phase d'enquête se termine en octobre. Ils sont tous en train de bosser. Ils disent tous, ce sera pas programmable et c'est absolument pas sûr que ça arrive. Et ils ont mis des moyens tellement considérables. La commission fait sa loi, tout le monde est dessus. Et ça va arriver. Donc après la phase d'enquête, ils vont faire une phase de test. Non, mais même la phase de test, c'est pas encore sûr qu'on le déploie, c'est encore une phase de test. Et puis, donc ils vont faire une phase de test, elle sera plus longue, plus courte, on verra. C'est-à-dire que ça dépendra aussi des exigences du moment, si le truc devient urgent ou pas. Et puis, moi, ça va pas du tout arriver d'un coup comme ça. C'est-à-dire que vous allez vous réveiller un matin, et puis vous aurez sur votre compte, ce sera la BNP qui le fera. Vous n'aurez pas à ouvrir un compte, la BNP, la Société Générale, votre banque, n'importe laquelle. Vous vous réveillerez un matin, puis sur votre banque en ligne, vous aurez une ligne, vous aurez vos euros numériques, et puis peut-être même vous aurez 50 balles dessus, parce que c'est sympa, tu vois. Et puis ça va commencer. Parce que concrètement, les banques privées, elles vont servir à quoi concrètement après? Parce que là, on parle qu'elles n'émettront plus de monnaie, elles vont simplement servir de réserve pour les citoyens. Ça veut pas dire suppression des banques privées. Non, ça veut pas dire... Alors peut-être à terme. À terme, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on a un secteur bancaire européen qui est mort, qui est zombie. Mais le secteur tout entier est zombie. La BNP a fait des profits records cette année, Guy de Lafortelle. On en reparlera une autre fois si vous voulez. Si vous voulez, je vous invite à aller voir. Mais moi, j'ai beaucoup écrit là-dessus. C'est-à-dire que les profits des banques sont une très mauvaise nouvelle, en fait. Faut jamais oublier. C'est-à-dire qu'on se fiche du PNB, le produit net bancaire, n'est pas quelque chose de très intéressant pour une banque. Ce qui est important sur une banque, c'est la rentabilité de son capital. Et la rentabilité du capital des banques s'effondre. Forcément, les taux sont montés à des tels niveaux que les banques ne peuvent pas
tenir. Et elles sont obligées de faire des profits dingues pour pouvoir compenser ça. Donc, mais ça c'est un autre sujet. Mais à terme, pourquoi pas. Les banques sont plutôt contre ces projets-là parce qu'elles se prennent une laisse. Les banques, c'est paradoxalement, les banques sont pas tellement pour. En revanche, elles vont être, ça va passer par elles dans un premier temps. Au moins parce que c'est tellement plus simple. Puis après, éventuellement, si jamais, puis surtout si une banque fait faillite, le portefeuille il est passé à une autre banque. C'est tout d'un coup la banque devient beaucoup moins importante. Oui, en fait, on renverse la philosophie des crypto-monnaies qui était de centraliser, de décentraliser au contraire, et de placer la création monétaire presque au niveau du citoyen. Et là, on a affaire à des gens qui veulent centraliser tout au niveau de l'Europe. Alors de l'Europe, mais aussi il y a d'autres monnaies numériques à travers le monde. Oui, alors la création monétaire n'était pas au niveau du citoyen, mais c'était privé. La création monétaire était faite et encadrée. Là, on fait remonter, ce qui d'ailleurs c'est assez intéressant parce que ça pose aussi la question de l'indépendance des banques centrales. Tout le monde vous dit les banques centrales sont indépendantes. Ben, là, vous avez d'ailleurs ce rapport il dit que les banques commerciales feront la distribution de cet euro numérique, et que la Commission européenne est en train de prévoir une réglementation et qu'ils ont noté au Parlement que c'était quelque chose d'éminemment politique, l'euro numérique. Parce qu'effectivement, vous avez de la loi qui est inscrite dans cet euro numérique, et donc, sauf que vous voyez que vous n'avez plus d'indépendance. C'était déjà une vaste blague d'indépendance entre les banques centrales et les États, mais là, tout est en train de sauter en éclats avec ce truc-là, et tout ce que vous pouviez éventuellement encore croire que vous l'aviez un peu, c'est fini, quoi. C'est très très grave cette histoire d'euro numérique. Ça fait depuis 2020 que moi je vois le sujet et que je vois le truc monter. Ça va mal se passer si ça va au bout. Bon, en tout cas, on va suivre ça avec vous. On va continuer à suivre dans les prochains mois puisque c'est voué à se mettre en place, en tout cas, de plus en plus dans les prochaines années. Merci en tout cas beaucoup, Guy de Lafortelle. Je rappelle que vous êtes éditeur financier, fondateur de la lettre d'investissement, l'investisseur sans costume.